Il ne s'agit pas là d'une entreprise commune collaborative. Vous êtes récompensé si et seulement si le travail est fait. Avec ce règlement conditionnel, ce qu'on risque de faire, c'est qu'avant l'établissement de toute relation commerciale, on requiert un échange d'informations. Charles Hoskinson est un entrepreneur américain, cofondateur de IOHK et du projet crypto Cardano. Il est aussi cofondateur du projet crypto Ethereum. Dans cette vidéo, il parle de l'offensive récente du régulateur financier américain, la SEC. Il leur reproche de ne pas avoir de définition claire de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas, et de déterminer le cadre réglementaire au cas par cas, en fonction de ce qui les arrange. Le staking proposé par des entités centralisées se trouve particulièrement dans leur collimateur, car ils considèrent que cette offre est une Unregistered Security, un titre financier non déclaré. En février 2023, la plateforme Kraken a été forcée de fermer son service de staking et de payer une amende de 30 millions de dollars à la SEC. D'autre part, le gendarme américain a aussi interdit à la firme new-yorkaise Paxos d'émettre des stablecoins et les a forcés à cesser leurs activités dans l'année. BUSD était la troisième plus grosse stablecoin par capitalisation boursière. La SEC ne semble pas avoir terminé avec son offensive contre le secteur crypto, et des nouvelles similaires pourraient sortir dans les semaines à venir, suite à la faillite de la banque Silvergate, dont les ramifications et les conséquences pour le secteur crypto et sa liquidité ne sont pas encore toutes connues. Écoutons maintenant ce que Charles Hoskinson a à dire sur ce sujet. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, en commentant et en partageant cette vidéo. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Nous sommes toujours dans le paradigme de la réglementation au cas par cas, dans un monde où la SEC nous dit « Nous vous dirons quand nous aurons pris une décision, bonne chance !» Ce qui est la pire façon de gérer une économie et de faire du business. Et cette approche a aussi, en bout de course, un effet destructeur et contre-productif, puisqu'elle ne fait que convaincre les entreprises concernées d'être basées dans des paradis fiscaux et légaux et de mettre sur liste noire les clients états-uniens. Donc ce que l'on perd, d'autres juridictions le gagnent, comme par exemple Dubaï ou la Suisse. Notre problème tient au fait que nous n'avons pas de définition claire des concepts de délégation, de staking et d'hébergement de liquidités. Avalanche, Polkadot, Tezos, Cardano, Ethereum, Algorand, tous ces systèmes permettent de faire du staking, mais en réalité, leurs modes de fonctionnement internes sont très différents. Certains sont dépositaires et non liquides, d'autres sont liquides et non dépositaires. Certains incluent des mécanismes de bonding ou de slashing, d'autres non. Le problème est que ces nuances se traduisent en réalité par des complexités réglementaires si on tente de les prendre en compte. Dans la situation légale actuelle, le problème que l'on a est que si on est en possession d'un actif et qu'on le transfère à une tierce partie pour générer un rendement en notre nom, cette tierce partie doit être un acteur réglementé, du moins dans certaines juridictions et selon certaines interprétations. Pourquoi cela ? Parce qu'il présente un risque de dépositaire et de potentielle asymétrie d'informations. Les gains des usagers sont totalement dépendants des efforts de la tierce partie. Il ne s'agit pas là d'une entreprise commune collaborative. Au contraire, on leur prête parce qu'on espère un retour sur investissement. Et on leur donne le droit d'agir en notre nom. Et c'est là que le bas blesse. Lorsqu'on compare ça avec le modèle des pools de mineurs de Bitcoin ou le modèle des pools de staking de Cardano, la garde de l'actif sous-jacent vous appartient toujours. Dans le cas de Bitcoin, c'est votre capacité de travail mesurée en hash par seconde, et dans le cas de Cardano, ce sont les ressources synthétiques. Elles vous appartiennent toujours, vous les avez simplement déléguées pour travailler collectivement avec d'autres stakers pour effectuer une action, pour construire un bloc. Vous êtes récompensé si et seulement si le travail est fait, mais vous devez faire ce travail pour obtenir cette récompense. C'est donc un modèle très différent, sans asymétrie d'information. Tout le monde a les mêmes données. Il n'y a pas de risque de dépositaire et le rendement est basé sur vos propres efforts, puisqu'il est basé sur les résultats de la pool. Le problème est que d'autres pratiques sont mélangées avec la preuve d'enjeu que l'on vient de décrire, ce qui amène beaucoup de confusion dans le débat que l'on essaie d'avoir. Beaucoup de services de staking gonflent leur rendement en utilisant des dépôts dans la DeFi d'une manière ou d'une autre, ce qui expose potentiellement leurs usagers à d'autres risques. Dans certains cas, pour donner de la liquidité à leurs usagers, ils émettent des actifs synthétiques qui permettent de récupérer le collatéral selon certaines conditions. Il y a toutes sortes de variations de ces actifs, qui sont créées notamment quand il y a un élément de bonding dans le staking, et un coût d'opportunité lié à la perte d'accès au fonds. Rien de tout ça n'est compris ni réglé, et chaque juridiction aura une opinion légèrement différente sur la question.
Il semble clair que le cheminement de la SEC l'amène à une position qui considère à minima que le fait qu'un exchange qui stake pour vous est problématique. Bon, personnellement, je ne vais pas me plaindre du fait que les échanges ne soient plus autorisés à faire du staking. Parce que comme vous le savez, je préférerais un futur dans lequel le staking est très décentralisé et distribué dans beaucoup de petites pools. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée qu'une seule entité contrôle 40% des ressources disponibles. Ils ne possèdent même pas ces actifs et pourtant ils peuvent en disposer, staker et voter avec. Il est probablement préférable de retirer cette option aux échanges. Si c'est possible, c'est une bonne chose. Mais cela étant dit, c'est un inconvénient pour l'industrie dans son ensemble. Parce que ce qui se passe généralement dans des situations comme celle-là, c'est qu'on applique une régulation et des interprétations uniformes à une réalité nuancée. Si par exemple le staking sur Ethereum dans son modèle actuel et avec tous ses acteurs majoritaires devient une activité encadrée, le régulateur pourrait tout simplement décider que toute forme de staking doit être similairement encadrée et dire à tous les projets qui protestent « Écoutez, allez vous faire voir, ou faites-nous un procès et on verra à ce moment si on fait évoluer le cadre légal. » Je ne sais pas si ça va se passer exactement comme ça, mais je dis que c'est absolument dans le champ des possibles. Et évidemment, s'il y a un règlement à l'amiable entre Kraken et la SEC, nous pourrons en tirer des conclusions en observant les faits de l'espèce et en essayant de vraiment comprendre où se situe le problème, selon leur analyse. Mais encore une fois, c'est un sujet très nuancé. Si vous êtes un opérateur de pool de staking et que vous risquez d'être encadré légalement, vous êtes en quelque sorte déjà sous le coup d'une réglementation pseudo-régulière. C'est une sorte de millefeuille. Avec le projet de loi sur l'infrastructure qui a été adopté aux États-Unis, il y a un mandat légal non appliqué qui vous demande de collecter des informations sur les personnes avec lesquelles vous avez une relation d'affaires. C'était une disposition stupide à mes yeux, et je n'étais d'ailleurs pas le seul à avoir ce point de vue. Nous avons essayé de la faire retirer du projet de loi, mais la politique s'en est mêlée, et le projet de loi a été adopté tel quel. Une interprétation stricte du projet de loi américain sur les infrastructures consisterait à dire « Si vous êtes un opérateur de pool de staking et que quelqu'un vous délègue des fonds, vous avez l'obligation KYC d'en savoir suffisamment sur cette personne, et le cas échéant, de pouvoir fournir ces informations à un acteur comme l'IRS, le fisc américain. » Maintenant, dans la pratique, le département du Trésor disent qu'ils ne vont pas appliquer ces dispositions. Mais ces décisions ont un effet indirect sur les modèles de staking, qui changent pour tenir compte des nuances réglementaires et parer à toute éventualité. Avec ce règlement conditionnel, ce qu'on risque de faire, c'est qu'avant l'établissement de toute relation commerciale, on requiert un échange d'informations. Dans ce cas, il ne s'agirait pas simplement d'une vérification KYC pour vérifier que vous n'êtes pas un citoyen américain, mais aussi d'une signature de contrat et d'un accord de distribution disant quelque chose comme « J'accepte les termes et conditions suivants, je fais les mandats et les déclarations suivants, etc. etc. » pour pouvoir s'inscrire. Il s'agirait là d'une signature numérique sous forme de transaction, donc d'une action engageant juridiquement les deux parties à l'accord. Donc, si on fait un audit d'une pool de staking, il devrait pouvoir produire un document contenant les preuves de l'existence de contrats de conformité pour 100% des clients ayant accepté ce règlement conditionnel. On peut aussi imaginer, dans le cas où les staking pools deviendraient des entités réglementées, l'existence d'une licence permettant à plusieurs acteurs organisés en syndicats de proposer leurs services. Cela pourrait être une structure réglementaire comme le RIA, conseiller financier immatriculé, ou quelque chose d'autre, mais qui puisse émettre une autorisation qui permette au pool d'opérer. Ou bien alors, chacune d'entre elles pourrait avoir le choix de devenir une entité directement régulée. Ces mesures réglementaires pourraient s'avérer trop contraignantes et nuisibles pour l'industrie, mais ça pourrait quand même être la manière dont les opérateurs doivent agir aux États-Unis. Ou alors, ils seraient forcés d'utiliser une liste noire pour bannir les usagers américains. On serait donc en présence de deux ensembles, l'un réglementé et l'autre non, ce qui serait le résultat de mauvaises mesures légales. Mais c'est la voie que nous suivons pour l'instant, et jusqu'à ce que le Congrès adopte une loi limitant fondamentalement les actions déraisonnables des agences gouvernementales, nous allons probablement avoir à subir cette situation pour les 12 à 24 prochains mois.